Cet épisode de Coup Critique est une présentation de la Triche Bistrot-Ludique à Saint-Eustache. Joignez-vous au groupe Facebook Adventures League et Club de jeux de la Triche et venez jouer à Donjons Dragons ou essayer la grande sélection de jeux de société avec vos amis dans une ambiance des plus chaleureuses. Bonne écoute! Épisode numéro 6, le Comic-Con de Montréal et les objets magiques. Bienvenue à Coup Critique. Dans le fond, je suis stressé, mais pas parce que moi je run une game, je suis stressé parce que je vais la jouer, puis que avec la Mac, mon barbare, quand je joue la game de Eric, je vous dis, c'est la fin du tiers 2 pour plusieurs personnes, on est tous level 10. Ouais, c'est vrai. J'ai un Story Award que j'ai eu quand j'étais level 2, je pense, dans l'aventure d'introduction d'Exanator du livre. Xanatar's Guide to Everything. Puis dans cette aventure-là, j'ai fait un deal avec une petite globule de lumière qui m'a guidé à travers l'aquarium d'Exanator pour sortir de là. Puis ça disait que vu que j'avais fait un deal, l'important c'est que lui il voulait être libéré, puis que je devais tuer Xanator aussitôt que si je le voyais un jour. Je pensais jamais que je le verrais ou quoi que ce soit. Puis en gros, ben je suis compelled, excusez l'anglicisme, mais j'ai pas le choix de l'attaquer aussitôt que je le vois. Puis chaque tour, c'est comme un aura magique que j'ai sur moi. Puis chaque tour. C'est un curse, c'est carrément un curse. C'est ça. Puis chaque tour que je prends, puis que je suis à côté de lui, puis que je l'attaque pas, ou je sais pas de l'attaquer, pas besoin de toucher ou quoi que ce soit, il faut juste que je fasse de l'attaque. Je prends 3 des 10 de psychique. Tu sais, j'ai un barbare, c'est correct, c'est sa job dans la vie d'attaquer, mais il reste quand même que c'est assez intense comme situation. Puis quand j'ai dit à Eric, il dit de ça, pourtant ça le mentionne dans le module, que si quelqu'un veut ça, etc. Fait que c'est vraiment drôle. Ça va être assez spécial. Fait que les pourparlers, je suis pas sûr qu'il va en avoir. On va entrer assez vite dans le vif du sujet. Il va falloir que je t'endorme, mon Joe. C'est pas un spoiler parce qu'il savait qu'il s'en allait vers la fin de la deuxième partie de la trilogie. Là, c'est comme évident là, qu'ils vont le rencontrer. L'objet qu'on cherche, c'est spoiler. Ouais. Salut tout le monde, bienvenue à Coup Critique. Bienvenue à notre 6e épisode. Ma foi, beaucoup de contenu. C'est l'été, on est un peu plus lousse. On a décidé d'essayer de profiter un peu du soleil, d'essayer de rouler bien des parties aussi. Vraiment content cette semaine d'avoir toujours Eric. Yes! Bonjour tout le monde. Mike. Hello. Et Joe. Yes, sir. Fait que cette semaine, en fait, on va commencer ça. Eric était notre attaché culturel. Non, en fait, il y avait le Comic-Con au début juillet, puis Eric était intéressé à aller avec un de nos bons amis, Alan, qu'on salue. Alan qui nous écoute dans son char électrique, là. Qui nous a fait mettre sur TuneIn juste pour être capable de nous écouter dans son char. Puis, dans le fond, vous avez été ensemble au Comic-Con, c'est ça? Puis, oui, exact. C'est sûr que Comic-Con, les gens connaissent plus ça, surtout pour tout ce qui est culture populaire, les comics, les films, les séries TV. Mais il y a quand même un gros volet qui est sur les jeux de société puis les jeux de rôle. On s'entend, là. Toi, Eric, je pense que c'est ça qui t'intéressait un petit peu plus là-bas, ou tu y allais pour d'autres choses? En fait, j'y allais pour 2 choses. J'y allais parce que j'avais jamais été au Comic-Con, en fait. Donc, c'est une bonne occasion pour moi de me saucer. Puis ça s'est décidé pas mal à la dernière minute. Il y avait l'Epic qui m'intéressait. Puis il y avait aussi d'autres parties de Organized Play qui étaient cédulées, que j'avais jamais fait aussi. Que j'avais demandé à Alan qui avait jamais fait d'Epic s'il y allait. Puis on s'est coordonnés pour aller là ensemble. Lui, il est arrivé un petit peu plus tard. Fait que moi en avant-midi, pas en avant-midi, mais au début de l'après-midi, j'ai été en mesure de faire une autre partie que j'ai adorée. Puis c'est probablement une partie que je vais rouler à la triche pour des nouveaux joueurs. C'est un CCC Unite. C'est une excellente introduction. Possiblement la meilleure introduction à D&D 5e qu'un DM pourrait rouler pour des nouveaux joueurs, honnêtement. Ah ouais? Parce que sans rentrer dans les détails, ça te fait faire des jets. C'est comme un training, si on veut, camouflé, sans trop donner de détails, qui va à travers tous les jets de sauvegarde que tu peux faire de façon roleplay pour expliquer qu'est-ce qui peut se passer si tu fails un jet de force, un jet de dex, un jet de constitution, wisdom, charisme, etc. Fait que ça touche absolument à tout. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment smart.
Puis j'espère que j'ai pas regardé sur DM's Guild s'il était disponible. Là, mais aussitôt qu'il est disponible, c'est sûr que je rajoute ça à mon arc de parties que je peux rouler, surtout pour un paquet de niveau 1, là, c'est parfait. Là. C'est vraiment l'idéal. Ben oui, puis on le sait, juste où on joue, il y a de plus en plus de monde qui sont intéressés à commencer à jouer. Et aussi, notre podcast s'adresse à pas mal tout le Québec, mais moi, des échos que j'ai eus, il y a des clubs qui sont en train de se créer. Il y a de plus en plus de joueurs qui sont intéressés à commencer à jouer, que ce soit à D&D normal ou à Adventures League. Là. Donc, vraiment cool. On essaiera de mettre le nom de la quête sur l'article de la page consacrée à l'épisode d'aujourd'hui là, pour donner peut-être la référence aux gens pour qu'ils essaient de retrouver ça si ça vous intéresse. Puis comment ça a été tes games, mon Eric? Écoute, comme je disais, la TR1 que j'ai faite était excellente. Comme je disais, c'est une des meilleures TR1 que j'ai fait ever, là. Tout saison confondu. J'ai adoré. Le DM était super bon. Il était très inclusif, donc il parlait à tous les joueurs. Il faisait du back vocal aussi, les voix pour ses personnages. Le rythme était bon. Ça, j'ai vraiment adoré. Par contre, malheureusement, je ne sais pas si c'est moi qui deviens de plus en plus difficile parce qu'on a tellement d'excellents DM. Toi, difficile, voyons. J'ai pas tant aimé, puis c'est une opinion générale, en fait, des joueurs qui étaient autour de la table. Le rythme n'était pas super pour les pics, sans nommer de nom, puis je veux pas, tu sais, c'est hyper difficile d'être DM, puis tout le monde le sait, là, vous êtes des DM, vous aussi, ça prend beaucoup de préparation. N'importe quelle petite chose peut faire dérailler une aventure. Puis malheureusement, le DM qu'on avait à ce moment-là, je suis sûr qu'il aurait pu être bon dans d'autres circonstances, mais ça manquait de préparation. Le rythme n'était pas super, même si l'aventure en général qui était proposée aurait pu être vraiment épique, le nom le dit. Je trouvais que c'était décousu un petit peu, les combats c'était lent. Les tours étaient lents aussi, donc on perdait un petit peu d'intérêt. Fait que la journée avait bien commencé, ça s'est plus ou moins bien terminé, disons, avec l'Epic. Mais j'ai quand même eu du plaisir là, au courant de ma journée. OK. Puis en termes de kiosque, là, parce qu'on s'entend que Comic-Con, c'est beaucoup une foire aussi à plusieurs personnes qui exposent leurs produits. Tu as envoyé quelques photos, en fait, de ton passage, mais y a-t-il des choses qui t'ont intéressé plus, peut-être des produits ou des auteurs ou des créateurs reliés au jeu de rôle qui ont attiré ton œil? Ben, le premier que j'ai adoré, c'est Fate of the Norns, que vous avez vu les photos, puis ça, c'est quelque chose que Mike connaît. Tous les produits Ragnarok, en fait. Qui est il y avait tous leurs produits, non seulement les RPG, mais il y avait des livres aussi, les genres de livres dont vous êtes le héros pour les Vikings, mais tout ça dans le même univers. Mais le roleplay, le jeu de RPG, en fond, avait l'air vraiment, vraiment solide. Malheureusement, je ne l'ai pas acheté. Parce que je sais que Mike voudrait peut-être nous le faire essayer éventuellement. Fait que j'ai pas trop osé. Le kiosque était super beau. Donc cette portion-là, c'était vraiment intéressant. C'est vraiment le module de 5e édition là, que j'ai pogné. Là. Toi, c'est relié avec la 5e? Moi, c'est le Ragnarok. Ah, tu parles-tu du jeu avec les runes, là? Ouais, Fate of the Norns. Ouais, je l'ai vu il y a plusieurs années qu'il va au Comic-Con, lui, en fait. Quand j'étais allé, là, 3 ou 4 ans. Il était là, puis j'avais essayé son petit jeu, mais en fait, essayé comment ça fonctionnait. Là. C'était quand même c'est très intéressant, c'est côté storytelling, mais c'est pas la même chose que je veux te faire essayer. OK. Mais non, oublie ça, mais c'est vrai que ça va l'air intéressant, son petit jeu. Ragnarok, ça va l'air intéressant. Plus, on va dire avec plusieurs types de jeux sous la même bannière. Nice. Je ferais peut-être une recherche là-dessus pour qu'on puisse se faire peut-être une partie ou autre là, par rapport à ça. Mais, oui, juste découvrir ça serait le fun, ouais. Ouais. Ça, c'était un des kiosques. Une des autres photos que j'avais publiées, je sais pas si tu l'as mis sur le site, mais je suis maintenant le propriétaire d'un Dice Tray de Wormwood. Ça fait déjà vraiment longtemps que j'en voulais un. Puis juste de sauver sur le shipping, puis il était au cost sur place. Donc, le tray que je voulais, au lieu d'être 145, il était $110. Excellent produit. Là, je l'utilise depuis que je l'ai. C'est la fin de ma vie. Là.
Je suis vraiment content. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, Wormwood, en fait, c'est une compagnie en fait des États-Unis. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent des produits, tous des accessoires de jeux, de table, que ce soit des jeux de société ou des jeux de rôle, mais c'est tous des accessoires pour aider les joueurs à avoir par exemple, meilleure ergonomie, puis des accessoires. Mais tout est fait dans un bois noble. Il y a plein de choix. C'est vraiment des ébénistes. Là, c'est des œuvres d'art, là, ce qu'ils font vraiment. Là. Puis ils conçoivent aussi des nouveaux produits. Ils développent des choses. Là. Ils ont été vraiment connus beaucoup à cause de leur commandite récurrente dans l'émission Critical Role. Puis ils ont une chaîne YouTube qui est super populaire aussi, qui s'appelle Worm Live. Je vous conseille d'aller voir ça. Les gars sont vraiment le fun, c'est vraiment une belle shop, beaucoup de savoir-faire dans cette dans cette shop-là. Là. Ouais. C'est des vrais artisans. Puis il y avait des produits exclusifs qui étaient là, mais qui n'avaient pas en stock. Donc, un des Dice Tray ou un des Dice Roller, puis des Dice Rollers qui étaient affichés, c'était les nouveaux qu'ils ont fait pour D&D, donc pour Donjons & Dragons exclusif. Donc c'est un bois des bons noir avec un cuir noir à l'intérieur. Puis tu as le logo de Donjons & Dragons en rouge vraiment éclatant au milieu du cuir. C'est écrit Donjons et Dragons dans le petit espace où tes dés se reposent sur une partie. Ouais. Mais lui, il était vraiment plus cher. On parle de 265 $ canadiens. C'est le cas de le dire, tu payes pour le nom. tu payes pour le nom, c'est un branding, mais ils sont uniques, là, ils étaient vraiment beaux. Leur produit highlight, c'est leur table de gaming là, incroyable, mais qui sont vraiment hyper dispendieuses. Il y avait une table en démo, il avait amené la table tout équipe là, avec les cup holders magnétiques, le cover de table qui change de bois à c'est un genre de fini Suède. Puis il y avait une map complète de Dwarven Forge à même la table. Donc un mini donjon monté avec les... C'est rendu leur partenaire. Là. Écoute, tu t'assois à cette table-là et tu te dis « Ok, moi je vais partir d'ici. » Je sais pas c'est quoi l'aventure qui se passe ici, mais je veux la jouer. J'ai toujours rêvé, tu sais. Tu fais une gang de gars qui se mettent ensemble, une gang de gamers qui se mettent ensemble pour en acheter une dans un endroit qui joue tout le temps. Tu sais, ce serait malade. Là. À 10 000 $, la table... Ouais, ben ça part à 5 000. J'ai eu une bonne discussion avec le gars. Là. J'ai eu une bonne discussion avec le gars, dépendamment du bois que tu choisis, si tu veux un cover, si tu veux qu'elle lève ou non, les accessoires magnétiques. Il y a moyen de t'en sortir avec mettons, entre 5 et 7 000 là, pour une table de base. C'est quand même cher, c'est sûr et certain. Mais c'est quand même un produit incroyable. Là. Il y a le bois qui utilise, tout est fait à la main. Ouais, si on monte c'est bon pour le monde qui joue à des board games, là, c'est aussi très bon pour jouer à ça. Là. C'est pas juste une table de poker, de Donjons & Dragons. Là, tu peux jouer à plusieurs trucs. Là, mais si tu cherches une belle table là, puis qui a des utilités puis que tu as du budget, là, les tables de Wormwood, c'est fou. C'est pas une table Ikea, mettons. Non! Faut regarder longtemps. Si on monte à 5 000 Patreon, on pourra 5 000. Puis on invitera chacun des Patreons. Enregistrez-vous, les gars. Il faut remercier les auditeurs. Mais l'avantage, le gros avantage, c'est que ça peut aussi servir comme table à dîner dans la salle, dans la cuisine, en fait. Le cover que tu peux mettre dessus pour tout camoufler, laisser ta game active sous la table. Ça, c'est un procédé qu'ils ont développé. Là. Il y a moyen de rendre ça complètement invisible avec une nappe ou bien des napperons. Mais tu descends le niveau de ta table, tu mets ton cover, c'est super scellé, tu es capable de manger dessus. Le monde finisse de manger, tu relèves le cover, t'as pas touché à tes spell cards, t'as pas touché à tes figurines, tu recommences à jouer. Ceux qui font des games à la maison, j'ai vraiment été impressionné. Là. Moi, tant que j'ai des enfants à la maison, c'est sûr qu'une table de même rentrera pas chez nous. As-tu vu des costumes cool aussi, Eric? J'ai vu pas mal. Je n'ai vu pas mal. Je suis pas un gros fan de cosplay, malheureusement. C'était pas une de mes raisons pour laquelle j'étais là. J'étais vraiment plus pour les jeux de société puis la section RPG. J'ai vu des super beaux Power Rangers. J'ai croisé Not de Critical Role. C'est une fille du Québec. C'est une fille du Québec qui faisait son cosplay. Elle faisait Alira aussi. Alyria, excuse-moi, de World of Warcraft. Puis j'ai trouvé une photo sur Internet parce que les deux, il y avait une Alyria avant qu'elle se fasse transformer en Undead, puis après, c'est-à-dire. Fait que là, il y avait comme une détonation, c'était vraiment beau. J'ai vu un Transformer. Le gars, il avait un full kit de Transformer, genre Bumblebee, mais il était immense. Là. Il devait faire genre 10 pieds de haut.
Fait qu'il était sûrement sur des échasses avec beaucoup de matériel. Il y a des gens qui sont vraiment talentueux, là, comme c'est un art, pour là, pouvoir. Ouais, c'est un art, là, vraiment. Ouais. Partir de quelque chose qui n'est pas réel, puis d'arriver avec quelque chose tu sais, que tu peux comme. Tu peux admirer vraiment. Et puis c'est souvent fait avec. Tu sais, c'est l'utilisation des matériaux. Là. Des fois, j'ai regardé beaucoup de vidéos des fois là-dessus, là, parce que ça me fascinait de savoir comment ils font le gun de Gears of Wars. Là, tu sais, puis ça s'achète pas. Là, puis là, c'était de voir comment ils construisent ça. Puis, il y a des guides et des forums. Il y a des concepts qui reviennent, puis les gens essaient de les améliorer. Là. C'est une grosse communauté, je pense, les cosplayers. Une grosse communauté, puis ils ont bien des techniques pour faire des props. C'est assez fou. Là. Le temps qu'ils mettent, mais le talent aussi, puis l'ingéniosité qui passe dans ces costumes-là, c'est incroyable quand même. Fait que là, t'as-tu donné ton nom pour DME l'année prochaine, Eric? Oui. Malheureusement, oui. Ou heureusement. J'ai demandé au DM organisateur. C'est souvent les gens de l'expédition qui s'en occupent. Okay. Donc, mon nom est donné pour l'année prochaine pour du tiers 1, tiers 2 ou peu importe la prochaine convention qui aura lieu. Si jamais ils ont besoin de DM, que je peux me rendre disponible. J'aimerais ça, si je l'ai vécu du côté joueur, j'ai eu des bonnes et des mauvaises expériences. J'aimerais ça apporter peut-être ma contribution, puis essayer d'être un bon DM pour les joueurs qui seront là. De vivre cette expérience-là de ce côté-là, ça m'intéressait. Là. Cool. On va être là. On n'aura pas le choix d'y aller, là. Maintenant que tu DM. Vous n'aurez pas le choix. On se fait une table de coups critiques. Ouais. Sinon, écoute, au niveau du plancher RPG, il y avait une section genre de jeux usagés. Il y avait beaucoup de jeux déjà ouverts, de lead RPG. J'ai vu du Vampire, j'ai vu du Five Rings, j'ai vu du D&D 2e édition, Advanced Basic. C'est pas tout qui était en bon état, malheureusement, mais il y avait quand même des petits gems, là, les livres de classe de la 2e édition. Il y avait quand même pas mal de stock. Il y avait un stand, si on va plus du côté jeu de société, il y avait un jeu en démo qui s'appelait Draftosaurus. Donc, c'est un genre de jeu, mais draft, vous savez, c'est un repêchage. Fait que chaque joueur a genre une petite carte. C'est un zoo de dinosaures, si on veut, avec des jetons en bois. Chaque jeton en bois représente une couleur et une race de dinosaures. Le but, c'est de les placer sur ta carte, mais avec un draft. Donc, tu en as 6 dans ta main. Tu en choisis un, tu passes les 5 à ta droite, tu te fais passer celui à ta gauche. Fait que tu as une main différente. Là, il faut que tu fasses soit des coupes, des dinosaures différents. Il faut que tu aies le king du zoo. Il faut que tu en aies le plus possible dans le même enclos. Puis il y a un système de dés aussi qui t'empêche de placer tes dinosaures à certains endroits sur ta carte. Mais c'est hyper rapide, mais j'ai adoré le concept. C'est un petit jeu à 20$, puis le stand était plein. Là. J'ai joué une demi-partie, c'est 2 rounds, mais j'ai fait un round pour essayer de comprendre comment ça marchait. Mais c'est sûr que c'est un jeu qui va rentrer chez nous, ça, parce que c'est le genre de jeu que ma copine aime puis que sa fille aimerait aussi. Là. C'est un easy game comme on aime un petit soir tranquille avec des amis puis une bouteille de vin. Ça fit parfaitement dans. Interesting. Moi, j'ai vu la boîte puis le artwork passer, puis ça avait l'air vraiment bien fait, puis bien conçu, puis visuellement, c'était intéressant, puis c'était ludique aussi. Là. C'est ça qui est le fun. C'était BD, mais pas trop. Qualité, ouais. Les jetons de bois sont de super bonne qualité. La tuile de jeu était épaisse. C'est pas un petit carton cheap. Là. Fait que c'est des bonnes pièces de qualité. Fait que pour un 20-25$, je trouvais que ça valait la peine. Genre de jeu que tu peux jouer sur l'heure du lunch au bureau. Là. Vous savez, on a une bibliothèque ludique là, à ma job. Fait qu'on joue à plein de jeux sur l'heure du lunch. Fait que c'est ce genre de jeu qui fitterait dans notre collection. Tu peux jouer vite, là, tu sais. Ouais, exact. T'sais, pendant que tu manges, t'as pas trop besoin d'être concentré, tu fais tes trucs, puis tu joues une game en même temps, c'est toujours plaisant. Je suis déjà en train d'écrire à Yann pour le commander, je pense. Pour vrai. Avant que j'oublie, une des dernières choses que j'ai vues qui était intéressante, le jeu de rôle, je sais pas si c'est nouveau ou pas, il y avait une table avec ce genre de jeu-là, mais c'était le jeu de rôle dont vous êtes le héros. Okay. C'est un player's book, dans le fond, qui était de loup solitaire. Fait, dans le fond, c'est un core book, loup solitaire, avec. C'est un RPG dans le monde des livres dont vous êtes le héros, dans le fond. Fait qu'il était genre 5$. J'aurais dû l'acheter. Je l'ai pas acheté, malheureusement. Mais je trouvais ça cool comme concept. C'était les mêmes logos, les mêmes images et tout.
Est-ce que c'est un jeu qui joue tout seul encore? C'est-tu tu joues ton Non, c'est un role RPG, là. C'est un DM avec... Ah, ok. C'est des vieux C'est livres. ce que rendu là, t'es supposé avoir fait des amis. Ouais. Bon, le prochain step dans votre vie sociale. Après avoir vaincu le donjon du magicien dans votre sous-sol. Ouais. Ah, Non, cool. overall, c'était une belle expérience. L'année prochaine, je risque d'y retourner avec. Je vais essayer de retourner avec la fille à ma copine qui adore tout ce qui est animé japonais puis ce genre de trucs-là. Là. De ramener au Tokyo-Con en novembre. Oui, non, c'est mois d'août. Mois d'août, 6, 7, 8 août. Ouais. Je dis ça comme je ça. regarde celle-là aussi. Cette année, en octobre, Comic-Con, mais à Laval. Il est supposé avoir un Comic-Con à Laval fait par les mêmes organisateurs que le Montreal Comic-Con. Really? Ouais. Ça pourrait être cool. On est pas mal tous sur la Rive-Nord. Ben oui. Ben, s'il y en a d'autres qui nous écoutent sur sa Rive-Nord, Mike, Ouais. non, moi, je suis pas Non. dans la clique. Ben, venez nous voir si on va le dire en podcast, mais on va essayer d'être là ce soir. On va s'informer, on va essayer d'être Ouais, là ça en serait gang, cool, hein. puis puis vous viendrez nous dire un beau salut. Puis sur ça, écoute, merci Eric pour ton résumé. C'est super cool. Pas de problème. Vous aimez ce que vous entendez? Visitez coupcritique.ca, un site web consacré uniquement aux jeux de rôle. Nous créons des articles sur les nouveautés et des critiques sur différents produits consacrés aux jeux de rôle. Pour nous aider à pousser le podcast et nos capsules de vidéos plus loin, visitez le Patreon de Coup Critique à patreon.com/coupcritique. Deuxième volet de l'émission, on va parler des items magiques, mais justement, je vais vous faire un lien boiteux, les gars. J'ai reçu un item magique par la malle cette semaine. C'est la créatrice Alexis qui est entrée en contact avec moi de Peculiar P Designs sur Etsy. Je vous en parle parce que ce qu'elle fait, c'est quelque chose que j'ai pas vu nulle part sur Etsy. Je cherchais beaucoup des créateurs du Canada qui créent des choses pour tous les fans de jeux de rôle. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dessine des maps de mondes fantastiques. Et ce que j'ai reçu, en fait, c'est une map de Faerun. Là, les gars, je leur ai envoyé le lien tout récemment pour qu'ils voient de quoi ça a l'air. Je vais mettre une image sur les réseaux sociaux puis dans l'article du podcast pour voir sa boutique. Vraiment, c'est vraiment beau. Là. C'est dessiné à la main. Il y a plusieurs options de le commander soit sur papier blanc ou papier plus côté ancien, là, ambré brun, là, tu sais, là. Mais c'est vraiment cool. Elle a dessiné, en fait, le Sword Coast, la courte de l'épée, comme on dit dans la version francophone. La côte des épées. Excusez-moi, la côte des épées. Et dans le fond, on peut voir, elle a mis plusieurs villes, plusieurs sections, régions en fait, c'est une région de Faerun, dans le fond, qu'elle a dessiné. Mais c'est vraiment impressionnant, le travail qu'elle a là-dedans. Et c'est vraiment un beau cadeau, genre, à offrir à quelqu'un qui traite vraiment là-dessus. C'est facile à être, on peut l'acheter avec le cadre, je crois, aussi. Tu sais, ça peut tout venir prêt à être affiché. Puis c'est fun parce qu'on peut s'en servir aussi en partie. Là. Si, mettons, je sors cette map-là pour une quête qui se passe justement sur la côte des épées, mais là, c'est doublement intéressant pour les joueurs. Donc, je vous conseille fortement de découvrir cet artiste-là puis son travail. C'est vraiment, vraiment beau. Vraiment. Donc, c'est ça, on va commencer avec les items magiques. Je voulais qu'on aborde une petite discussion là-dessus parce que pourquoi l'idée m'est venue de mon bord, c'est que dans Adventures League, il y a à chaque fin de quête, en fait, on a la chance de pouvoir déloquer, pas tout le temps, mais la plupart du temps, un item magique, dans le fond, dans une table. Puis j'avais la réflexion à me demander si à chaque fois qu'on déloque un item magique, est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui sont plus ou moins inutiles? Est-ce que ça fait vraiment un avantage ou un désavantage à un personnage? Puis là, maintenant que on est 4 joueurs puis que j'ai 3 experts avec moi, je me suis dit, on va engager cette conversation-là là-dessus. Les gars, peut-être Mike, toi en premier, c'est quoi ton avis là-dessus, un peu, les systèmes magiques? C'est certainement que il y a des systèmes magiques qui sont pas égales à d'autres. Il y en a qui sont plus utiles que d'autres, il y en a qui sont plus forts que d'autres. Est-ce que ça, généralement, fait en sorte que ça donne un gros edge à ton personnage? Normalement, c'est des affaires que tu vas être capable de faire aussi par toi-même. Fait que c'est rare les objets magiques qui vont donner quelque chose que ton personnage ne sait pas faire déjà ou qui n'a pas accès d'une façon ou d'une autre à faire.
Certains vont te donner des pouvoirs de plus, mais pour moi, c'est jamais les objets magiques qui make or break un personnage. Là. Les features de la classe vraiment l'emportent dessus, mais oui, il y a des objets magiques qui te donnent un edge en combat là, pour chaque classe là, qui est le fun à avoir en tant que joueur, en tant que personnage, c'est certain. Là, ça fait partie de Donjons Dragons, je pense, à la base là, de un peu faire des guides pour des objets magiques. C'est un peu ça va un peu avec le jeu, mais ouais, effectivement. C'est sûr que moi, je pense quand même qu'il y a des items qui sont spécifiques à certaines classes. On s'entend, là, Ah oui. des items qui sont bons pour tout le monde. C'est pour ça que des fois, Francis, tu parles de débarrer un item. Il y a des items que j'ai débarrés avec mon barbare qu'une flûte de pan, là, ça ne changera pas grand-chose avec mon barbare. Clairement, t'es pas le target audience. aussi puissante que puissante. Fait que c'est sûr que ça, à ce moment-là, c'est vraiment d'évaluer si ça vaut la peine de dépenser les points de trésor. Puis à d'autres niveaux, même dans une campagne comme la mienne, je suis assez généreux dans les items magiques avec mes joueurs. Puis à ce moment-là, c'est de voir eux comment ils l'utilisent. C'est ce que j'aime, les items magiques, mes préférés, c'est sûr que c'est pas nécessairement pour faire tout le temps la même chose. Puis qui va l'utiliser et de quelle façon. C'est la créativité que tu peux apporter même si tu donnes un item magique comme ça. Moi, de mon côté, je suis un gros fan des petits utility items. Oui, c'est le fun d'avoir une grosse robe de mage, une grosse arme qui frappe fort avec des effets supplémentaires. Mais souvent, c'est des petits items, on va sûrement vous en parler, mais des petits items qui ont des utilités vraiment spécifiques, mais qu'avec un petit peu d'imagination, tu es capable de t'en servir dans d'autres situations, pas juste en combat. Puis ça fait en sorte que, non seulement du côté roleplay, mais pour le fun de la game en général, ça rajoute une saveur supplémentaire. C'est vraiment les systèmes que j'aime le plus. Ouais. Mais tu vois, moi, ça fait un bout de temps là, que je joue en Ventures League. Là, je sais plusieurs personnages que j'ai. Puis j'ai pas encore accumulé assez de TP ou de treasure points, en fait, pour me débarrasser un item magique que je veux vraiment en ce moment, c'est ça. Mais je me rends compte qu'en même temps, je vois pas, je manque pas tant de choses. Puis je vois que mon personnage va peut-être grandir puis s'améliorer avec les prochains niveaux. Donc, ça me stresse moins. Mais il y a des items que récemment, j'avais créé un concept de personnage. Je vous donne un exemple, par exemple. J'ai créé un concept de personnage et je me suis dit, l'item qui fit le plus avec, c'est un bag of holding. Comme le bag of holding, c'est un classique, là. C'est le sac qui permet de mettre pas mal n'importe quoi dedans puis de le garder dans une espèce d'autre dimension, là, tu sais, parallèle. Puis j'avais créé un Air Genesee. Puis je m'étais dit, lui, mettons un short rest, là, il dit aux autres, hey, mettez-moi dans la poche, moi je vais prendre un break, marcher toute la run, puis je vais prendre mon short rest parce qu'il n'y a pas besoin de respirer. Il est tu penses à ces affaires-là, toi. Ben, je sais pas, mais j'ai fait comme tu sais, c'est evergreen. Techniquement, je pense que tu peux. Oui, c'est ça. Ben oui, techniquement, il retient pas son souffle. De respirer, t'es correct, là. Tu peux rester dans le. Je peux rester 10 jours si je veux. J'ai pas besoin de respirer. OK, le boss s'en vient, mettez-moi dans le sac, gang, puis vous me réveillerez quand ça sera fini. Mais je trouve ça vraiment drôle comme. Tu le fais avec un de tes chums qui joue un gros barbare, genre, pis de temps en temps, il arrache un sac à terre, puis c'est toi qui sors. Le problème qu'occasionne avec ton affaire, Francis, c'est que là, tu donnes des idées aux joueurs, puis là, ils vont arriver devant nous, puis ils vont faire ces choses-là. C'est pas bon, c'est comme influence. La faute sur des belles affaires. Mais c'est pas, mais je trouve ça intéressant de penser à des systèmes magiques que tu peux utiliser de façon différente. C'est sûr qu'on va pouvoir mettre tout le trésor dans un bag of holding, mais tu sais, un truc le fun. Le seul bémol à cette tactique-là, c'est qu'il faut que quelqu'un veuille me sortir après du sac. Tu sais. Tu te ramasses comme Ant-Man puis tu restes pogné dans la vanne parce que quelqu'un s'est tapé ses doigts. Je suis comme dans le Quantum Realm. L'autre bémol, c'est que tu feras pas grand-chose de tes games. Non, c'est ça. Mais je pense pas que ça fait peut-être du homebrewing ou quelque chose de même. Là, tu sais, Si on revient à Adventures League, le gros jump des items magiques, c'est vraiment qu'éventuellement, les monstres, ça prend un item magique pour leur faire des dégâts, surtout en melee ou en range. Si tu fais pas de la magie, on parle d'un fighter, un barbare ou un rogue ou
Donc, je pense que c'est là le gros jump qui est quand même relativement important. Puis on a vu un de nos collègues, là, justement, pas avoir d'arc magique pendant un certain temps. Puis il était pas très efficace. Puis on en riait même, puis c'est correct, là, c'est drôle. Donc, ça, je pense que tu disais que ça changera pas tout parce que les capacités de ton personnage vont être beaucoup mieux que n'importe quel item. Mais ça prend ça à m'amener pareil. Ouais, mais le Ranger, par sa niveau 6, je pense que ses flèches sont magiques. Là. Ouais, il peut faire ça aussi. Fait que... Dépendamment du Ranger, là. Ouais. Moi, c'est ça ce que je dis. Avant niveau 5, pas taper magique, c'est pas full grave. Là. Non, exactement, je suis d'accord. Mais un peu plus loin, là, nous, on est rendu dans... Ben, il l'a après, me semble, en tout cas, de mémoire, le Ranger, il y a une façon de taper magique à partir du niveau 6. Là. C'est pas comme à peu près toutes les classes. Ben, il y a une raison pour laquelle les armes plus 1, 2, 3 sont evergreen aussi. Là. Oh, absolument. Je veux dire, la game est designée pour que ce soit le cas. Puis c'est souvent quand tu es un combattant en corps à corps, un archer ou bien quelqu'un qui n'a pas de magie sur lui, c'est souvent ton premier achat là, avec tes treasure points. Ben, ça te simplifie la tâche de faire de quoi en conséquence de taper magique. Tu n'as plus besoin de te le demander, mais en tant que tel, les classes ont toute une façon, je me trompe pas, de taper magique ou à peu près niveau 6 ou max 7. Faut pas paniquer si vous êtes niveau 7 vous n'avez pas d'un objet plus 1, c'est pas grave. Mais c'est toujours utile. Peux-tu expliquer pour nos auditeurs que ça savent peut-être pas c'est quoi, parce que je l'ai appris même moi tout dernièrement, c'est quoi Evergreen, ou je sais pas s'il y a un mot français. Ben, Evergreen, c'est toujours vert. C'est un fertilisant. Non, blague à part, c'est qu'il y a toujours des systèmes dans Adventures League qui sont débarrés. Tu as les systèmes qui sont Evergreen. Peut-être les items qui sont seasonal. Je pense qu'on avait déjà mentionné, mais je peux le répéter. Oh oui. Dans le fond, les items evergreen, c'est que ces items-là sont toujours disponibles pour être achetés avec n'importe quel de vos personnages si vous avez les treasure points nécessaires. Il y a du stock CR1, CR2, CR3, CR4. Quand même des systèmes intéressants. Donc, tu sais, les shields plus 1, plus 2, plus 3, les armes plus 1, plus 2, plus 3. Certains systèmes utility aussi, comme les Bag of Holding, c'est Evergreen. Les systèmes un petit peu plus forts aussi. Présentement, il y a la Cloak of Visibility, je crois, qui est pour les tiers 3, tiers 4. Donc, ça, c'est pour les Evergreen. Ces systèmes-là vont toujours rester débarrés, peu importe la saison, à moins que Wizard change la liste des Evergreen. Là, Exact. Mais on s'entend plus à ce que la liste des seasonal items change avec les saisons, parce que le nom le mentionne. Mais selon moi, les Evergreens sont là pour rester. Donc, au moins, quelqu'un peut débarrer un de ces systèmes-là sans problème, sans avoir nécessairement fait une aventure qui est propice à sa classe. Exact. Je pense que c'est quoi? C'est des tiers 1. Fait que je pense que c'est quoi? 8 AP pour 8 épées? 16 AP pour une 16. Fait que si t'as joué 4 games, t'as assez d'AP en général. Fait que si t'es rendu niveau 5, t'es capable d'en acheter une. Ouais. Fait que c'est assez... ça permet d'avoir une item magique quand tu rentres tiers 2. Toi, Eric, t'as-tu un item magique que t'as plus près de ton cœur? Y a-tu quelque chose... qui fait toujours ton bonheur? Oui, ben écoute, il y en a plein. Mais un que j'ai découvert dernièrement, puis tu sais, c'est pas un game breaker, c'est pas rien d'extraordinaire, mais c'est un item que j'aime beaucoup utiliser, surtout quand t'as pas accès à la magie ou que t'as un groupe qui est pas super qui n'a pas beaucoup de perception, puis c'est un peu difficile, mettons, de t'orienter puis de trouver des trucs. C'est le Lantern of Revealing, qui est une lanterne qui permet de voir à travers l'invisibilité, de trouver des portes secrètes aussi dans le milieu d'une pièce. Donc, c'est une lampe à l'huile que tu peux transporter avec toi. Tu n'as pas besoin d'attunement, donc ça ne prend pas une de tes slots d'attunement, une de tes 3 slots. Mais c'est un item que, écoute, même la Mac, là, tu parles de ton barbare là, qui regarde à gauche, même si c'est à droite, là, un exemple. Il serait capable d'avoir, mettons, sa lanterne d'accrocher à sa belt. Puis, s'il voit qu'il faut qu'il cherche quelque part dans une pièce, ben, il drop à terre, il donne le command word, il y a une illumination qui se passe, puis là, tu es capable de voir c'est des créatures qui sont invisibles, si tu es capable de voir c'est des passages secrets, ou des genres de trucs, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est un item que j'ai découvert, que j'aime beaucoup. Très pratique, effectivement. Très utile, indeed. Moi, mes items préférés, c'est vraiment, un peu fixé sur mon barbare, qui vient toujours d'avoir une
Belt of Hill Giant Strength, qui est une ceinture de géant des collines. Donc, ces belts-là sont plus faites pour ceux qui ont besoin de force dans leurs attaques, tout ça, mais j'adore ce que tu peux amener comme texture avec tout ça. Là, puis les Hill Giant, c'est 19 ou 20? 21. What? Donc, tu peux avoir 21, 23, 25, 27 ou 29 de force, ce qui donne pas mal de plus, pas mal de dégâts et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est plus fait pour les fighters, les barbares, tout ça, mais je trouve vraiment que c'est un item qui est intéressant, même dans une campagne homebrew, que tu peux amener ça. J'ai déjà vu des mages qui avaient beaucoup de force pendant quelques secondes, c'était super drôle, tout ça, tu sais, donc... c'est un des items. Ça sur un wizard, my god! Je te lance, je te lève dans les airs, puis je te pète. Il y a un wizard, un ami à nous, Sébastien, qui est un wizard, comment on appelle ça, brawler un peu. Puis c'est vraiment intéressant. Donc c'est le genre d'item qui pourrait être totalement fantastique pour lui aussi quand même. Effectivement. Oui, il y a le feat Tavern Brawler, je pense. Ouais, exact. C'est un Wizard Tavern Brawler. Ouais, c'est malade. Je pense qu'il joue plus parce que c'était pas très bon. Oh shit. Je trouvais ça drôle. Moi, je trouve ça drôle à chaque fois. Il dit, y a-tu un morceau de planche qui traîne à terre que je peux prendre pour me battre avec? Puis là, il prenait toujours une patente et il fessait dans le tas. C'était drôle. C'est drôle, mais ces persos-là, tu sais, un coup que la joke est finie, c'est plus Tu drôle. regrettes. Tu as des regrets. Oups, je peux pas utiliser une arme conventionnelle. Si tu profites pas de ton niveau 4 pour rebuild, là, pis de faire le coup de plus sérieux à ton tiers 2, là, t'es fait. Là. Ou dans une homebrew, le DM doit se dire écoute, pensez deux jours, là, reviens-moi avec une merde. Parce que tu sais qu'après 3 sessions, il va être tanné. T'es juste le dos qui déraille tout le temps. Là. Y a-tu des vidanges qui traînent à terre que je les ramasse pour me battre? Tout le long du homebrew. C'est sûr que c'est ce même gars-là, man. Si on reste sur le sujet des systèmes magiques, un autre que j'aime, que j'ai jamais eu la chance d'utiliser, mais il est sur ma wishlist pour pas mal tous mes personnages, c'est Daern's Instant Fortress. Qui est une forteresse instantanée. Dans le fond, c'est un cube d'un pouce de métal que tu lances au sol. Tu donnes un mot magique. C'est toujours c'est une action, un mot magique pour activer l'item. C'est une forteresse qui pousse de là. Donc 20 pieds de diamètre, 20 pieds de chaque côté, 30 pieds de haut, avec des flèches pour te protéger de chaque côté. Ça fait quand même du dégât en plus. Donc quand tu la lances au sol puis tu dis le common word, si quelqu'un se trouve dans ce range-là, c'est 10 des 10 de dégâts. Yeah, boy. Une maison qui te pousse dessus. Une maison qui te pousse dessus. Puis c'est quand même un DC-15 de Dex. Là, fait que Dex, c'est comme la master stat. Là, fait qu'il y a beaucoup de gens qui seraient en mesure de l'utiliser et de la réussir. Mais c'est quand même la moitié de 10 des 10. On s'entend-tu que ça peut être, mettons, un 25-30 de dégâts assez facilement, même quand tu le fails. Là. Puis la forteresse, ben, ça te permet de faire tes rests au milieu de nulle part en étant protégé, d'avoir un bon tour de garde. C'est un item vraiment cool. Là. Pour ceux qui trippent, genre, ils ont un petit fantasme escargot, c'est malade, tu transportes ta main. Effectivement. T'as un petit cube. Ça, pour un folding boat, man, t'es nickel. Un item qu'on parle pas de Game Breaker, mais qui peut venir affecter négativement. C'est vraiment le deck of meetings qui est quand même assez populaire puis qui est intéressant. Puis tu piges une carte puis il arrive quelque chose soit extraordinaire ou complètement. Fuyez, pauvre fou. Souvent, les gens disent de pas mettre ça dans une campagne, quoi que ce soit, parce que ça va juste tout dérailler. Ouais, mais c'est quand même. Si tu parles de quoi de random, ça peut être fucking. Ça peut être vraiment drôle, là, mais. Il y a un suspense à travers ça aussi. Fait que c'est intéressant, là. Ouais, Critical Role aussi, avec le barbare qui avait ça. Puis ça a donné des résultats assez rocambolesques. Je vous ai pas dit ça, mais j'ai le paquet du Deck of Many Things qui a été utilisé dans Critical Role. Le gars qui l'a dessiné me l'a envoyé. En tout cas, on en parlera une autre fois. Mais c'est fou comment les gens... Les objets magiques aussi, ça a toujours interpellé beaucoup de gens à en créer aussi, là, puis à créer du contenu pour en avoir de plus en plus, puis des variantes, puis tout ça. C'est ça qu'on retrouve beaucoup en homebrewing, là, quand tu fouilles un peu. Là, moi, j'en ai créé un sur D&D Beyond. Puis il y a du monde qui l'ont ajouté, puis je trouve ça cool. J'avais créé un Necklace of Voices. Ça demande un attunement. C'est que le lore, c'était que une guilde de voleurs de Waterdeep avait créé
avait commissionné des wizards, dans le fond, pour créer un bracelet que quand ils se mettent autour du cou, ça imite la voix de n'importe qui, dans le fond, qui veulent. Ça change pas la langue, mais ça te permet d'imiter n'importe quelle voix. Tu sais, c'est plus pour le role-playing. Puis j'avais mis comme savoir que si un Kenku, mais le collier, il peut parler finalement en commun, tu sais, avec une voix qui reflète sa personnalité. Tu sais. Ben, c'est pour arrêter de faire puis de répéter n'importe quoi. Là. Mais tu sais, ça, c'est un truc que j'ai fait. Mais c'est super inspirant. Parce que, justement, des petits items qui disent pas « Ouais, tu fais comme 40 D10 de dommages. » Puis t'es comme... OK, ouais, mais ça, tu vas avoir ça, quoi, niveau 19, niveau 20, tu sais, t'es pas... Moi, j'aime ça, des affaires qui font boum. Ouais, j'ai créé plusieurs items de ma campagne, mais ceux qui sont le plus intéressants puis que mes joueurs ont toujours pas tout peaufiné, c'est ceux qui évoluent dans le temps. Donc, j'ai appelé ça Exalted puis Awakened. C'est un peu des anglicismes. Donc, réveillé puis exalté. Les items, éventuellement, ils deviennent plus forts, le même item. Donc, ça permet de pas se sentir mal de jeter. J'ai vu des systèmes dans ce sens-là sur DM's Guild, me semble. J'ai magique justement qui évolue avec le personnage. C'est un concept intéressant. C'est quand même quand tu veux intégrer des items, tu sais, des family heirlooms, tu sais, l'épée que ton père t'a donné, tu sais, puis là, tu commences à l'utiliser, puis c'est pas magique. Là, elle se développe. De level, elle se développe, elle gagne des pouvoirs genre ancestraux qui sont appropriés à ta thématique. C'est vraiment cool. Surtout quand tu es attaché à un item, c'est plate de dire j'avais une super arme +1 vraiment cool de mon père, mais là je trouve deux, fait que c'est ça. Fait que fuck mon père. Eric en avait une, en fait, c'est des épaulières qui permettaient un avantage sur un jet d'intimidation. Il y avait de la brume qui se créait. Puis éventuellement, au fur et à mesure qu'il aurait réussi des jets d'intimidation, ça aurait évolué. Il n'est plus dans ma campagne pour l'instant, mais c'est le genre d'affaires comme ça. Là. Donc, ça amène une certaine texture, puis ça permet aux gens de garder leurs items et de les aimer. Ouais. Toi, Mike, est-ce des items qui t'intéressent plus? Moi aussi, j'aime bien les items qui font des trucs. Tu sais, effectivement, comme Giovanni disait, le bag of holding, c'est toujours utile. Mais un que on sous-estime beaucoup, là, que je peux parler, c'est le Immovable Rod, qui est un bâton. Je pense que t'as même pas besoin d'un tattoo en plus pour l'avoir. Non, puis, c'est une quand tu cliques le bouton, le bâton reste là où tu as cliqué, peu importe ce qui arrive. Je pense qu'il y a des Dispel Magic niveau genre 6 ou 7 qui peuvent le dispeller, puis c'est pas mal ça. Sinon, il est pogné là, puis il va carrément flotter dans les airs exactement où tu l'as mis, puis tu peux l'utiliser à tellement de façons que ça en est presque déplaisant. Tu peux bloquer des portes qui sont en train de fermer sur toi, tu peux le mettre dans les airs puis l'utiliser pour grimper à des endroits, tu peux t'en servir pour faire des pièges, bref, il y a un paquet d'utilités à ce système-là que les gens ont tendance à faire c'est pas super utile, non, c'est vraiment malade. Tant qu'un dragon s'en vient vers toi, là, la clique puis il passe dedans, ça doit faire une coupe de dégâts. Tu pourrais improviser des dégâts comme quoi ça y fait un impact, là, puis il est pas capable s'il l'a pas vu, du moins, il est pas capable de passer vraiment, là, dépendant de la grosseur du dragon et tout. Mais tu peux faire des trucs comme dans ce genre-là, justement, utiliser pour faire des barrières qui sont vraiment plus solides qu'elle a l'air en réalité, là, tu sais. Ça peut supporter jusqu'à 8000 livres. La Immovable Rod. Une créature peut utiliser une action pour faire un strength check de DC 30 pour la bouger de 10 pieds seulement. Bon, c'est ça. Ça prend ça. Mais je crois que dans Critical Role, ils s'en sont servis. Il y avait un gars de pogner dans le dragon puis il a ouvert son Immovable Rod dans son estomac, quelque chose de même. C'est tellement cool. C'est Dimension Door dans l'estomac du dragon. Il a activé la rod puis ils ont essayé de ressortir. Là. Ça n'a pas été passé nécessairement. Fait que le dragon mangeait des dégâts s'il se déplaçait et tout ça. Il est lockdown, là. Faut qu'il... Ah, merde. C'est très bon. Est-ce que sinon, vous avez des anecdotes d'items qui ont été utilisés qui c'était drôle ou... J'en ai une. Ouais. Giovanni, peut-être que tu vas t'en souvenir, mais on était avec Kevin, puis c'est une des aventures de CR2 que j'avais fait. Les aventuriers s'étaient ramassés dans
une petite boutique. C'est pas un item magique, là, c'est un item qu'on peut trouver un peu n'importe où, mais c'est quand même drôle. Hein, fait que je vais le compter. Donc, les aventuriers se ramassaient dans une petite boutique où la propriétaire de la boutique vendait des clockwork items, donc des petits systèmes à mécanisme qu'on pouvait craquer, puis qui partaient, puis ils faisaient un paquet de trucs. Mais elle vendait aussi des boîtes en aluminium, des tin cans avec... c'était une pièce d'or, puis il y avait 10 objets, 10 reliques, ou 10 des petites breloques qu'on peut rouler sur une table. Puis un de nos joueurs, Kevin, il était en pleine conversation. Il en a acheté 2. Puis à chaque fois qu'il avait l'occasion durant la partie, pendant une occasion, il disait... pendant la situation, il roulait son dé, puis il sortait l'item aléatoire, genre, qui venait se faire donner. Pendant une des conversations roleplay, il était en train d'essayer de convaincre un NPC soit de l'écouter ou de le suivre. Puis finalement, ça avait marché. Puis il dit « Hey, pour te remercier de ta collaboration, je te présente un. » Il roule un dé. Il s'en va voir dans le livre des joueurs. Puis il part à rire, genre, comme il n'a jamais ri. Kevin ne rit jamais, en fait. Là, il était vraiment crampé. Là, il dit « Je vous présente ce magnifique bossal. » Il remet un bossal. Dans ma tête, ça a fait comme Dobby est libre. Comme Harry Potter. Qu'est-ce qu'il venait de donner un bas? C'est tout le long, vraiment. Il sortait des items, puis on était comme ça avait aucun rapport, mais c'était tellement drôle, puis c'était bien placé. C'est pour moi un des moments les plus drôles de que je dis. Dobby is free now. Je vous donne un bossal. Ouais. C'était vraiment drôle. Fait que c'était un highlight, là. Wow. Ça, c'était avant ou après la madame qui vendait des zombies? Ah, c'était après ça. J'espère qu'il joue un Wild Magic Sorcerer ou quelque chose du genre. Ça serait trop épique. Là. Non, il joue... c'est quoi qu'il jouait? Il jouait un Warlock. Ah, ça fait quand même. Là. Ouais, non, c'était vraiment très très drôle. Ce bossal. Ce bossal. C'est quoi les odds, même, que tu réussis sur la table des Pas juste un bossal. Non, c'était parfait. C'était juste parfait. C'est parfait. Sinon, vous, comme DM, là, quand c'est le temps de donner des systèmes magiques, comment vous procédez ou vous prenez votre inspiration, votre choix? Comment vous approchez ça? En Homebrew, là? Mike. Oui, en Homebrew, parce qu'en Adventures League, tu peux pas. En Homebrew, là, j'en donne pas tant, parce que je veux pas que ça devienne le focus, à moins que ce soit l'idée, c'est de faire une quête avec. Fait que j'ai pas... Tu sais, je leur donne des trucs que je sais qui vont être utiles à leur personnage, mais je vais jamais être... tu sais, comme, OK, toi, tu joues un paladin, je vais te donner un Holy Avenger plus 5. Non, ça arrivera pas de même. Mais je vais peut-être en faire des quests, en fait, plus que... Ouais. Tu sais, aller chercher l'ancienne relique, puis là, tu acquiers cet objet magique-là que tu as entendu. En Homebrew, j'ai tendance à plus laisser les joueurs... un peu me guider sur ce qu'ils veulent, je te dirais. Moi, je fais des recherches pour tel genre de truc. Puis là, je vais trouver un objet magique qui fit ta description ou que je pense qu'il va fitter. Puis je leur envoie comme quest plus. Là, j'ai tendance à plus improviser quand je suis en Homebrew pour les quests. Je m'inspire d'un peu ce que les joueurs veulent faire. Là. À moins que j'ai vraiment une idée de quête. Là, mais je m'en sers comme ça plus les objets magiques pour ma part. Ouais. Ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'il y a un sentiment de fierté aussi quand ils l'ont, finalement. Ouais, c'est ça, tu sais, ils sont contents quand ils l'ont gagné. Il y a eu un combat, il y a eu une aventure, il y a eu quelque chose. C'est un peu chacun son tour aussi, tu sais, de faire cette petite quest et d'impliquer les autres là-dedans. C'est toujours le fun. C'est bon, tu sais, faut pas que tu passes trop de temps là-dessus, mais ça tisse des liens entre les joueurs et les personnages, fait que ça fait des belles sessions après. Ouais, autant que je suis d'accord avec Mike au niveau de qu'est-ce que ça peut apporter un item magique, mais moi j'ai été quand même pas mal généreux. Tout le monde commençait avec un item un peu heirloom là, comme de leur background, tout ça quand j'ai fait ma homebrew. Puis j'en donne quand même beaucoup, sauf que mon but étant que ça devient puissant et fort, oui, mais que c'est pas ça qui est important dans ma campagne, mais bien de l'histoire et le narratif. Donc c'est l'approche que j'ai optée. Ça se peut que dans une autre campagne homebrew, j'irais avec beaucoup plus de rareté peut-être, ça ferait différent. Non, mais ça aussi c'est super intéressant en fait. Là, tu donnes un objet à chaque joueur qui va évoluer avec lui. Moi, je trouve ça vraiment nice comme concept de campagne, en fait. Là. C'est quelque chose que je ferais. Je l'ai juste jamais fait de même, là, mais c'est super intéressant, en fait. C'est exactement. Mais en même temps, les items magiques sont plus florissantes dans le monde que j'ai créé parce qu'il y en a beaucoup, ça s'achète. Ils sont allés dans une ville, là, ils sont dans une ville présentement. Puis il y a
un shop, pardon, un magasin d'objets magiques là, d'une espèce d'ensorceleuse qui est super puissante, qui crée ces systèmes magiques-là. Donc, j'ai trouvé ça intéressant d'amener ça comme ça. Donc, c'est plus fréquent. Mais dans d'autres mondes, dans une future game à moi ou dans le tien ou quoi que ce soit, ça peut être quelque chose de très rare, très puissant, puis qui c'est tellement difficile à trouver que justement, tu crées des quests pour ça. Tandis que moi, c'est plus une approche un peu différente, mais en même temps, ça enlève pas que ça peut être intéressant. Ce que j'aime faire, par exemple, vas-y, Mike. Non, je veux dire, moi j'ai un peu le syndrome de Greyhawk, là, dans le sens que j'aime quand même pas cet univers-là, puis c'est pas. C'est très low magic, en fait. Là. Exact. Pendant l'univers que tu joues à Eberron, c'est high magic, les objets magiques, là, il y en a plus. Les quelques raisons pourquoi j'ai fait ça, d'abord, c'est que j'avais beaucoup de joueurs qui commençaient à jouer à D&D, donc je voulais leur donner du bonbon, soit intéressés à ces choses-là. Mais l'autre affaire que j'aime faire, c'est des fois, ils vont. Je suis d'accord avec toi qu'on va pas donner, parce que j'ai un fighter, je vais donner une arme de fighter. Des fois, ils vont trouver des armes, comme j'ai pas d'archer, puis ils vont trouver un arc. Ça sert pas à grand-chose pour personne. Mais je trouve ça intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Est-ce qu'ils vont la vendre juste pour l'argent, merci, bonsoir, ou est-ce qu'ils vont essayer de développer des skills à ce niveau-là, tu sais? La vidange, ils vont créer ça. Ben, je te dirais qu'ils m'ont agréablement surpris des fois, puis d'autres fois, ils l'ont pas pris, puis j'étais comme, c'est vraiment bizarre, tu sais. Fait que c'est drôle, mais ça amène justement un choix. Tu leur mets un choix sur eux à décider est-ce qu'ils l'utilisent, est-ce qu'ils le vendent, est-ce qu'ils le donnent à quelqu'un. J'avais un petit NPC, ils ont donné une coupe d'armes à Mané, tout ça. Tu sais, ça peut être vraiment intéressant de voir à ce niveau-là comment ils vont procéder, car c'est pas une arme qui est pratique, qui est OP ou qui est nécessaire pour eux. Ouais, c'est intéressant. Toi, Eric, je sais que dans le fond, tu DM beaucoup de Adventures League, principalement. Donc, le choix des systèmes magiques ne te revient pas vraiment, en quelque part. Mais comment tu vois ça, toi, l'obtention de ça, là, de DM à joueur? Moi, j'irais peut-être dans l'effet de surprise aussi. Oui, de donner des systèmes qui sont utiles à chaque personne, mais des systèmes qui sont peut-être moins utilisés en général, des systèmes qui sont moins vus. Peut-être parce qu'ils sont considérés moins bons, peut-être parce qu'ils sont considérés moins intéressants, moins de saveur et tout. Mais je pense que j'irais de cette façon-là. Oui, effectivement, je fais beaucoup d'AL, fait que pas vraiment de power là-dessus. Là. Je dis que c'est dans le module, puis je leur donne ce qui est à la fin. Fait que, j'aimerais peut-être qu'éventuellement, il y ait peut-être un petit peu plus de latitude là-dessus, mais je pense pas que ça va arriver parce que ça va peut-être briser le jeu un petit peu. Hein. Ouais, c'est toujours de l'abus du monde. Hein. C'est toujours ça le problème. C'est qu'on peut pas avoir des belles affaires à cause du monde qui abuse. Mais c'est même en AL. Quelque chose que les joueurs ont découvert dernièrement, c'est qu'il y a un groupe d'échange d'items magiques. Donc des joueurs avec qui je jouais, qui avaient des systèmes magiques qui avaient trouvé ou débarré, soit avant la saison 8, ou des systèmes qui pouvaient potentiellement débarrer, qui avaient des treasure points pour, mais qui, tu sais, ils disent OK, mais moi j'ai pas vraiment d'utilité pour ça. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Adventures League Magic Item Trade. Donc c'est possible avec les règles déjà mises en place, de faire des échanges pour des systèmes de même table ou autre, là, donc de mieux encadrer son personnage si on veut, d'échanger des systèmes que toi te servent pas vraiment, mais qui pourraient servir à quelqu'un d'autre. Puis si cette personne-là a quelque chose d'équivalent en échange, il y a moyen là, d'aller chercher des systèmes intéressants sans avoir à faire toutes les aventures. Ce que j'ai fait allègrement cette semaine, puisque j'avais une grosse rencontre qui s'en venait à ta partie de jeudi, donc je me suis équipé un petit peu mieux là, en version... surtout avec la ceinture de force. Donc, Xanatar aussi a échangé une couple de ses systèmes pour contrer ce que la manche avait. C'est ça n'a pas donné grand-chose. No spoilers. No spoilers. C'est ta faute, on peut voir les belles affaires. J'ai changé 3 yeux pour 3 autres yeux un peu plus spéciales. Hey, ça va finir l'épisode de cette semaine, les gars. Merci beaucoup. C'était super, cette discussion-là. J'espère que ça vous a plu. J'invite tout le monde à nous suivre, en fait, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, on est un peu partout. De consulter le site coupcritique.ca. Vous pouvez trouver des articles, entrer en contact avec nous aussi par là. Je vous invite aussi à noter le podcast sur les différentes plateformes. Un petit 5 étoiles. Ça nous aide à monter dans les palmarès, à faire découvrir notre podcast, à faire découvrir le projet. Puis n'hésitez pas à nous envoyer des suggestions aussi sur ce que vous voulez qu'on parle, sur des choses que vous voulez qu'on aborde.
aborde. On est en train de parler sur plein d'autres projets aussi qu'on veut faire ici. On veut vous montrer plus de jeux de rôle en temps réel. On veut créer plus de choses. Et je vais terminer avec notre Patreon, en fait, qui existe encore. Donc, vous pouvez vous abonner par Patreon. Vous avez accès aux épisodes en avance lorsqu'ils sont prêts. Vous pouvez et on peut même dire votre nom dans le podcast, qui est quand même quand même le fun, dit par nos belles voix charmantes et Suave. ouais, suaves. Fait que, les gars, qu'est-ce que vous avez prévu cette semaine, vous autres? 2 parties. La première avec toi, Francis, demain, comme joueur. Mon barbare va monter niveau 5. Je crois que c'est une 4 heures, donc je devrais être en mesure de faire la suite et de faire mon level up. 2 heures. Ouais. Ben, je vais prendre mon mal en patience à ce moment-là. J'ai la fin de la saison 8, le tiers 2 de Skullport avec la gang jeudi que je DM pour les pousser vers le tiers 3, là, puis peut-être essayer de commencer le tiers 3 bientôt. Ouh! Moi, demain, je vais avoir Spider-Man, même si ça n'a rien à voir avec le jeu de rôle. Mais non, c'est hot, ça. En tant que fan de Marvel, j'ai bien hâte de voir. Et puis, jeudi, je vais arracher les yeux de Xanator pour m'en faire des antennes. Et puis, dimanche, en fait, avec Eric, je vais co-DM une partie avec Eric pour une jeune famille qui... Hey, c'est vrai, on a ça à faire. Ouais, faut que je fasse ça. On a ça. Ça sera notre podcast. Une belle introduction pour dimanche. Ça va être vraiment le fun. J'ai bien hâte de faire découvrir ça à des gens. Moi, je vais participer en tant que joueur et en tant que création de personnages afin de un peu les diriger et les aider à travailler. Toi, Mike? Moi, c'est léger cette semaine. En fait, je vais être joueur partie d'Eric jeudi pour la trilogie de Xanator et je vais essayer de tenir mon Assets, la Mac en vie, en fait, pendant qu'il fait ses folies. Donc, c'est pas mal ça. Moi, je suis en vacances, fait que c'est pas mal léger cette semaine. Mon groupe est aussi en vacances, fait qu'on a un hiatus de à peu près 3 semaines. Ah, il fait beau. C'est ça que ça fait, hein? Ah, ben, c'est quand ton DM s'en va en Suisse pour 3 semaines. C'est pas mal ça que ça fait. Bonne chance pour ta partie demain, Francis. Bon DMing. Ouais, ben, la première, c'est la deuxième fois que je le roule, fait que je suis confiant. C'est une aventure quand même le fun, je crois. En tout cas, j'en dirai pas plus parce qu'on a un joueur ici, là. Mais non, j'ai bien hâte. Sinon, ben écoutez, on va essayer de profiter en masse du soleil et du beau temps que nous offre nos 2 semaines d'été au Québec. Donc, sur ça, la gang, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, puis à la prochaine. C'est bon. Ciao. Salut. Ce podcast est rendu possible grâce à l'appui de nos amis sur Patreon, dont Ludovic Gas. Merci beaucoup et à la prochaine.